Bonsoir tout le monde. Salut Robin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Parfait, parfait. Parfait. On va attendre 2-3 minutes s'il y a encore des gens à nous rejoindre et puis ensuite on pourra commencer. Vous voyez mon écran ou pas du tout? On voit ton écran, le mode de locomotion course à pied. Parfait. Bon, on va pouvoir commencer si vous voulez, hein, comme ça. Tant pis pour ceux qui arrivent en retard. Et puis de toute façon, la vidéo sera en replay si besoin. Donc aujourd'hui, petite intervention sur le mode de locomotion course à pied, après avoir fait la natation il y a quelques semaines et puis les principes fondamentaux de l'entraînement encore un peu plus tôt. Comme d'habitude, hein, l'idée c'est d'intervenir dès que vous avez des questions, attendez pas forcément la fin. L'idée c'est qu'il y ait de l'échange le plus possible pour que ce soit intéressant pour tout le monde et pas trop ennuyant. L'écran va bien se passer. Voilà, pardon. Du coup, les principes de base du mode de locomotion en course à pied, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'énergie à mobiliser en course à pied. Pour bien comprendre, en fait, un coureur économe, donc un coureur économique, quand il court à 20 km/h, il peut dépenser moins d'énergie qu'un coureur qui n'est pas économique, qui court à 18 km/h. Pourtant, pour une même personne, si je cours à 20 km/h ou à 18, je vais dépenser plus d'énergie à 20. D'accord, c'est logique. Et pourtant, si on est économique, donc on va avoir une belle foulée, par exemple, et ben on va dépenser moins d'énergie que quelqu'un qui court moins vite, mais qui n'est pas économe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la course à pied, elle va mobiliser deux types d'énergie. La première, c'est une énergie qui est payante pour tout le monde, c'est l'énergie qu'on appelle chimique ou métabolique. Ça correspond globalement au moteur, donc les phénomènes centraux, donc tout ce qui va être le cœur, par exemple, la fréquence cardiaque, etc., etc. Ça, c'est un processus de transformation qui est coûteux en énergie, qui demande de l'énergie au corps. Et de l'autre côté, on a une énergie qui est dite gratuite, qu'on appelle l'énergie élastique. Et ça correspond plus à la carrosserie, donc en opposition au moteur. Et ça va être plutôt des phénomènes périphériques, donc tout ce qui va correspondre à nos muscles, à nos articulations, à nos tendons. Okay. Donc à gauche, on a ce qui coûte, ce qui est payant, avec tout ce qui va se passer au niveau du cardio, de nos cellules. Et à droite, on a tout ce qui va correspondre à la carrosserie, donc au périphérique. Là, ça va plutôt être nos muscles, nos tendons, entre autres. Et ça, c'est l'énergie qui est, entre guillemets, gratuite. La combinaison de ces deux énergies, eh bien, ça nous donne une énergie mécanique ou une énergie de mouvement. Et c'est la combinaison donc, des forces générées par ces deux énergies dans le mouvement de course. Voilà un peu pour la grosse théorie. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne sur quelque chose là-dessus ou si c'est assez clair pour vous. C'est tout bon? Et ben, c'est parti. Ouais. Alors ensuite, on a les principes d'efficacité de la course à pied. On va commencer par quelques petites définitions. La définition de la course à pied, de courir tout simplement, c'est se déplacer avec un souci de vitesse, mais aussi d'économie, comme je viens de voir, en effectuant une succession de bonds séparés par des phases d'appui unipodales. Donc on est toujours sur un pied, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. On n'est jamais sur les deux pieds en même temps, sinon c'est de la marche. C'est la grosse différence entre la marche et la course. Ça, c'est une définition de Mich et Prabet. Et donc la course à pied, elle se compose de la foulée principalement. Et ça, c'est un bond compris entre deux contacts successifs avec le sol. Donc, c'est deux définitions qui se rejoignent un petit peu.
En course à pied, on a deux notions essentielles. Tout d'abord, la qualité des appuis. Donc, la qualité des appuis, globalement, c'est l'efficacité. Enfin, Gosoli, un auteur, qui dit que l'efficacité de la course, elle repose essentiellement sur l'optimisation du rendement musculaire des muscles locomoteurs, donc tous les muscles qui vont nous permettre d'avancer, au moment de la pose de l'appui. Donc, la pose de l'appui, c'est le moment où le pied rentre en contact avec le sol. Donc, l'efficacité de la course, en fait, elle reposerait essentiellement sur ça, sur le moment où notre pied rentre en contact avec le sol. Et donc, sa qualité d'appui, c'est l'élément clé par exemple, de l'athlétisme, et donc plus particulièrement de la course à pied. La différence là-dessus entre le débutant et l'expert, c'est qu'au niveau de l'appui, chez le débutant, on va avoir un appui qui est passif, une pose de pied qui n'est pas forcément régulière. On va être sur le talon, sur le bord interne, sur le bord externe. Il ne va pas y avoir quelque chose de routinier, on va dire. Ça va être un peu aléatoire, pas régulier. Chez l'expert, au contraire, on va avoir un appui qui est plus actif, plus dynamique, et d'où vient l'expression avoir du pied. Vous avez déjà sûrement dû entendre. Et ça, c'est une qualité qui est donc déterminante pour le coureur à pied. Et on parle d'avoir un pied éduqué. Et la deuxième notion essentielle, c'est le cycle de jambes, la foulée, plus précisément. Je ne sais pas si vous voyez le schéma qui se met en place sur la gauche. Ça, c'est le premier schéma. Ici, on voit plutôt une foulée débutant, entre guillemets, ça reste une belle foulée, hein, mais on voit une foulée qui est plutôt en cycle arrière, et à droite, on a plutôt une foulée expert, si je vous montre, où on va plutôt être en cycle avant. Enfin, si vous voyez la différence entre les deux, elle est assez légère, on ne la distingue pas forcément bien sur les schémas. Si on regarde à gauche, on voit que le talon, il remonte loin derrière et haut, et le genou ne monte pas forcément très très haut. En opposition à la coureuse à droite, le talon monte quand même haut, mais moins haut. Il vient directement sous la fesse. En fait, il ne va pas forcément loin derrière. Il revient rapidement sous la fesse. Et par contre, le genou, lui, monte plus haut, ce qui permet au pied, en fait, d'aller chercher plus loin devant. Donc voilà. Et ça, la grosse différence entre le débutant et l'expert. Et à savoir aussi que plus on court vite, plus le pied doit justement aller en avant pour pouvoir ensuite effectuer une reprise d'appui qui est active au sol et qui est surtout puissante. C'est ce qu'on appelle le griffé. D'accord. Ça va être entraîné et amélioré, ou entraînable en tout cas, grâce notamment aux gammes athlétiques. Les gammes, c'est ce qu'on fait pour ceux qui viennent aux entraînements le lundi et le mercredi, c'est ce qu'on fait à la fin des footings et avant de commencer la séance généralement, pour travailler cette montée du genou et se griffer ensuite, ce retour actif et dynamique. Et les exercices principaux qu'on fait, c'est les montées de genoux et les jambes tendues. Et ensuite, ce qui est important, une fois qu'on a eu cette montée de genoux, ce retour actif et dynamique, c'est ce retour du talon vers la fesse, mais sans aller forcément loin derrière. On essaye de revenir au contraire haut et au plus proche de la fesse pour pouvoir ensuite ramener le genou loin devant. Et ça, l'exercice type pour ça, c'est le talon-fesse. C'est pour ça qu'on fait des gammes régulièrement, mais c'est pour améliorer tout simplement ce cycle de jambes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, ou vous voulez que je revienne sur quelque chose ou que j'approfondisse certains points? Ça va. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais, moi, Robin, Thierry, là, ça veut dire que quand tu vois un cycle arrière, c'est un débutant? C'est ça que ça veut dire Pas forcément, c'est très, très résumé. Tout ça pour dire qu'il y a des très grands coureurs qui courent avec un cycle arrière prononcé. On peut avoir un cycle arrière prononcé, mais un beau cycle avant. On va dire que le débutant, il va avoir du mal à avoir le cycle avant. Ok. Je ne sais pas si c'est plus clair. En fait, Ouais, avoir un cycle arrière, c'est pas forcément mauvais. Par contre, pour être bon, entre guillemets, il faut avoir un bon cycle avant. C'est très rare à haut niveau de voir des coureurs qui n'ont pas un beau cycle avant. Parce que justement, le cycle avant va permettre aux genoux de monter haut et donc d'avoir un beau griffé derrière et d'avoir un appui qui est efficace. Et si on a un appui efficace, on a une bonne qualité de l'appui et donc un bon cycle de jambes. Tu vois, c'est vraiment la phase antérieure de la foulée qui va déterminer la suite. C'est un peu plus clair comme ça. ouais, ça marche, ouais. Merci. Les différentes phases de la foulée, justement, les voici. Donc, il y a deux grosses phases. On a la phase d'appui et la phase de suspension. Donc, la phase d'appui, c'est à partir du moment où le pied rentre en contact avec le sol et jusqu'à ce qu'il quitte le sol. Et la phase de suspension, c'est toute la partie où le pied n'est plus en contact avec le sol. Aucun des deux pieds n'est en contact avec le sol. La phase d'appui, elle se décompose en trois phases.
On a tout d'abord la phase d'amortissement que vous voyez à gauche. Donc là, ça débute lorsque le pied il entre en contact avec le sol. Et on peut voir que la force de réaction, elle est orientée dans le sens inverse du déplacement. On voit que le pied il est un petit peu en avant du centre de gravité. Quand on regarde la coureuse à gauche, là, son pied il est devant, on dirait qu'elle est penchée entre guillemets en arrière. Son corps il est orienté vers l'arrière. Donc c'est une action qui est freinatrice de ce point de vue-là, mais elle est pourtant indispensable, comme on l'a vu juste avant, parce que ça va permettre justement ce griffer et ce basculement vers l'avant, propulser des forces vers l'avant. On rentrera un peu plus là-dessus en détail. Et cette phase d'amortissement, elle se termine en fait lorsque la projection verticale du centre de gravité, donc ça c'est à peu près au niveau des hanches, au niveau du bassin, eh bien, elle correspond à la verticale de l'appui. Donc en fait là pour le moment notre pied il est en avant du bassin et la phase d'amortissement elle va se terminer quand le bassin va passer au-dessus du pied. Okay, et là on va commencer ce qu'on appelle la phase de soutien. Donc là c'est quand le centre de gravité il est à l'aplomb justement de l'appui au sol. Et là la force elle est exclusivement utilisée pour soutenir le centre de gravité. Là l'objectif sur cette phase-là c'est d'éviter au maximum que la hanche descende. C'est-à-dire que plus notre hanche, le niveau de notre hanche sur toute la foulée, elle va rester linéaire, plus on va être performant, entre guillemets. On évite d'avoir des grandes oscillations comme ça de nos hanches. Si on fixe un capteur sur notre hanche, on va éviter d'avoir des oscillations de haut en bas. En tout cas, de les minimiser au maximum. Si on a une hanche ici qui descend, ça veut dire que notre appui n'est pas solide. On n'a pas un pied actif, justement, on s'écrase. Généralement, on utilise ce terme-là, on s'écrase au sol. On a notre hanche qui se baisse et du coup, on va moins profiter de notre amortissement sur notre poussée qui va venir derrière. On reviendra en détail là-dessus sur la prochaine page de diapo. Et donc, globalement, sur cette phase de soutien, ce qu'il faut retenir, c'est que notre force, elle doit être exclusivement utilisée pour soutenir notre centre de gravité. C'est là où le point il est le plus bas, mais il faut éviter qu'il soit trop bas, justement. On essaie qu'il soit le moins bas possible. Et ça, pour un entraîneur ou pour vous, si vous avez l'occasion de vous filmer ou autre, d'avoir des vidéos de vous en train de courir ou même des photos sur les courses, par exemple, c'est un moment privilégié pour repérer votre attitude de course en regardant la flexion du membre en appui, donc au niveau du genou. Quelqu'un qui va avoir un genou très plié à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne va pas avoir une force efficace pour soutenir le centre de gravité, c'est-à-dire qu'il va être bas. Et on va voir justement si on a une attitude plutôt haute, donc un coureur avec une bonne raideur musculaire et un centre de gravité haut, ou plutôt une attitude basse, avec une jambe qui se plie un peu trop, un manque de tonus et un centre de gravité plutôt bas. Et une fois cette phase de soutien terminée, qui est très rapide, on passe directement sur la phase de la poussée. Donc ça débute quand le centre de gravité il passe en avant de l'appui. On voit bien si on compare nos trois coureuses là. Au début, le centre de gravité il est derrière le pied. Ensuite, on passe avec le pied et la hanche, donc le centre de gravité au même niveau. Et ensuite, on voit que le centre de gravité, il est passé en amont du pied. Pourtant, le pied, il est toujours au sol. C'est-à-dire que le pied, il est au même endroit sur la piste d'athlétisme, par exemple. C'est bien le centre de gravité qui est passé de derrière à au-dessus et à avant le pied. Le pied, lui, il est resté au même endroit au sol. Okay. Sur cette phase de poussée, on a toutes les forces, elles sont orientées dans le sens du déplacement. On voit que là, on pousse vers l'avant, vers là où on veut aller. C'est vraiment le moment moteur par excellence de notre foulée, de notre mouvement de course à pied. Et on voit que la trajectoire du centre de gravité, elle est plutôt montante. On s'est légèrement écrasé, forcément. J'ai dit que l'idée, c'était d'être linéaire, mais c'est impossible d'être totalement linéaire. On a descendu un petit peu au moment du soutien, et là, on va essayer de remonter notre centre de gravité, d'être haut, de se grandir. J'utilise souvent ces termes pour ceux qui viennent à l'entraînement le lundi et le mercredi soir, par exemple. On essaie de se grandir au maximum, de monter son bassin et d'aller vers l'avant. Okay, ça, c'est des termes importants. Et on essaye également d'alléger ses membres libres, donc les bras, on va décider de délier, d'être efficace. Okay, une fois que cette phase de poussée elle est terminée, eh bien, on arrive sur la phase de suspension qui débute quand le pied de poussée quitte le sol et elle se termine au moment de la reprise d'appui, donc on revient à l'amortissement. Cette phase de suspension, c'est le résultat de toutes les forces qui sont produites durant la phase d'appui. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place sur l'amortissement, le soutien et la poussée va se décliner sur la phase de suspension. Et là, on va juste pouvoir réaliser des ajustements segmentaires, donc à l'aide de ses bras, par exemple, pour participer au maintien de l'équilibre et préparer les actions motrices à venir, donc à savoir la nouvelle phase d'appui. C'est-à-dire que pendant la phase de suspension, on ne peut plus corriger ce qu'on a mis en place
pendant la phase d'appui. On peut juste maintenir l'équilibre, préserver l'équilibre. Et à ce moment-là, donc le centre de gravité, lui, décrit une trajectoire parabolique, hein, donc ça fait une petite parabole comme ça, avant de recommencer toute la phase d'appui. Je ne sais pas si ça c'est clair pour tout le monde, c'est beaucoup de textes, beaucoup d'infos. Et au final, ça se passe très vite hein, dans la foulée. En une seconde, notre cycle il est fini hein, globalement. Il n'y a pas de questions là-dessus, ça c'est clair? Donc, vous allez voir, on va revenir un peu sur ces différentes phases sur la suite du diapo. Il faut bien comprendre en fait la foulée un petit peu comme un ressort. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, si je reviens un petit peu, on parlait de l'énergie payante et de l'énergie gratuite. L'énergie gratuite, on l'appelait l'énergie élastique. Et ben c'est de là que vous allez pouvoir comprendre un petit peu pourquoi. C'est de l'énergie élastique, c'est un petit peu comme un ressort. Vous voyez le ressort ici au milieu sur la diapo. Et bien ce ressort, il va fonctionner, enfin notre foulée va fonctionner exactement comme un ressort. Au moment de l'amortissement, donc au moment où le pied, comme on a vu, il rentre en contact avec le sol, et bien c'est comme si le ressort, il se préparait à emmagasiner de l'énergie. Vous voyez sur la droite, il va se mettre en tension, notre ressort. Au moment du soutien, eh bien, le ressort, il va se comprimer. D'accord? Donc, le ressort, il va se diminuer, il va se recroqueviller sur lui-même pour emmagasiner de l'énergie. Donc là, il se met vraiment en tension, il emmagasine de l'énergie. Donc ça, c'est notre soutien. Donc si on prend l'exemple de la jambe, hein, je ne peux pas vous montrer la souris, en tout cas, moi, je ne vois pas la souris, désolé. Mais au moment de l'amortissement, on voit que notre jambe, elle est bien tendue, donc notre ressort, il est grand, il est au maximum. Au moment du soutien, notre jambe, elle se plie, elle emmagasine de l'énergie, comme le ressort se recroqueville. Et ensuite, on a le moment de la poussée, où là, notre jambe elle va se tendre à nouveau, comme vous pouvez le voir sur la droite, comme notre ressort. Le ressort, il se détend, il restitue l'énergie qu'il a emmagasinée au moment de l'amortissement. Donc, il renvoie toute cette énergie. Et c'est là qu'on parle d'énergie gratuite. Si on a une foulée qui est efficace, on va avoir un amortissement qui va emmagasiner de l'énergie élastique dans les tendons, dans les articulations, dans les muscles, et ça va se restituer au niveau de la poussée. Et plus on va pouvoir avoir un cycle d'amortissement soutien poussé efficace, plus on va pouvoir économiser de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie qu'on va dépenser dans l'amortissement, je sais pas, si par exemple on imagine qu'on dépense 100 énergie en unité arbitraire, et ben peut-être qu'on va pouvoir en réutiliser 80 dans notre poussée pour la réutiliser dans l'amortissement, plus la réutiliser dans la poussée, etc. etc. Quelqu'un qui ne va pas être efficace, il va en dépenser 100, mais il va pouvoir en réutiliser peut-être que 10 ou 20. Donc, ça va lui coûter beaucoup plus cher en énergie mécanique, ce qu'on a vu. Donc, ça, c'est notre énergie payante. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce schéma-là. On a de l'énergie payante, on a de l'énergie gratuite. Notre énergie gratuite, si on est efficace, eh ben, on peut l'utiliser beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on transforme notre énergie payante en énergie gratuite, qu'on peut réutiliser. Là où notre énergie payante, quand on l'utilise définitivement et on ne l'a plus après. Et à force, ben, on est de plus en plus fatigué et on s'arrête ou on ralentit. Ça va pour tout le monde? C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans les régimes. Il y a des régimes musculaires, de contraction musculaire. On en a plusieurs. On a le type excentrique, on a le type concentrique, on a le type pliométrique et isométrique. Isométrique, c'est quand on fait du gainage, par exemple. Donc là, on ne bouge pas. Nos muscles qui sont en tension, mais on ne bouge pas. Concentrique, c'est quand on va faire une flexion. Par exemple, quand je suis avec mon biceps et que je fais ça, je fais une contraction concentrique. Si j'allonge, je fais de l'excentrique. D'accord? La course à pied, c'est un régime pliométrique. Pliométrique, ça veut dire qu'on a une tension excentrique qui a lieu au moment de l'amortissement, d'accord, enchaîné directement avec une poussée concentrique. D'accord. Donc l'amortissement, c'est de l'excentrique, c'est une résistance à l'étirement, on essaye de résister au maximum à l'étirement de notre muscle, okay, enchaîné directement avec une force concentrique, où là, on va essayer de propulser un maximum d'énergie sur la phase de poussée. C'est un cycle qu'on appelle l'étirement en raccourcissement, okay, et ça correspond à notre sort, étirement, raccourcissement. Hop, on va passer à la diapo suivante. Voilà, si on fait une petite synthèse un petit peu de tout ça, il faut bien comprendre que l'objectif final
de tout ça, c'est de restituer, comme je disais, un maximum d'énergie gratuite et donc de limiter les déperditions au moment de l'amortissement, ce que j'expliquais juste avant. Pour cela, il y a plusieurs choses qui doivent se mettre en place dans le corps. La dureté, ou en tout cas la raideur de notre corps, et l'alignement du corps au moment de la prise d'appui. Plus je vais être placé, gainé, grand, bien orienté au moment de ma prise d'appui, donc au moment où mon pied rentre en contact avec le sol, mais également au moment de la poussée, et bien plus je vais pouvoir emmagasiner et restituer du coup un maximum d'énergie, ce qu'on appelle la mise en tension renvoi. On va aussi avoir la qualité des appuis qui va être importante. On va y revenir juste après, on en a déjà parlé. C'est là qu'il va falloir éduquer le pied pour pouvoir avoir une bonne qualité de pied, quelque chose de dynamique pour emmagasiner et renvoyer. Il y a le gainage qui va être important et la synchronisation des segments libres. Donc, les segments libres, c'est les bras. Plus vous allez être gainé, moins vous allez vous déformer au moment de l'appui. Okay, plus vos segments libres vont être synchronisés, plus vous allez pouvoir, et bien comme on le disait juste avant, on en parlait au moment de la phase de suspension, ajuster vos segments pour maintenir votre équilibre et préparer les actions motrices à venir. Ça, c'est important, ça a un rôle important aussi de la jambe libre comme futur appui à venir. C'est-à-dire que pendant que vous avez un appui au sol, vous avez l'autre jambe qui, elle, est en l'air. Okay, et qui va préparer, donc comme on disait, avec le talon-fesse, la montée du genou vers l'avant et le griffé. Okay. Si ça, c'est pas efficace, vous avez beau avoir un appui très efficace au sol, si votre jambe, après, elle n'est pas pertinente, elle n'est pas efficace, vous n'allez pas avoir une grande amplitude de foulée ou pas avoir une super fréquence de foulée, et ça va limiter votre avancée. Okay. Et on a également l'importance de la prétension ou de la mise en tension de placement. Donc ça, c'est au moment de la suspension, quand vous êtes en l'air. Il va falloir préparer, entre guillemets, l'atterrissage. Ça, c'est une phase clé où vous allez justement préparer votre pose de pied. C'est ce qu'on appelle le griffé. Okay. Donc si on récapitule, il faut avoir un appui au sol correct, mais également une partie en l'air correcte. Et il faut anticiper, quand on est en l'air, la qualité de l'appui. Donc on parlait juste avant d'éduquer le pied. On l'entend souvent sur le bord du terrain, je l'utilise souvent, mais tous les entraîneurs l'utilisent, je ne suis pas le seul. Avoir du pied, les qualités de pied, avoir un pied actif, pas un pied passif, un pied dynamique au sol. Pourquoi on dit ça et à quoi ça correspond? Ça correspond généralement à une prise d'appui par la plante du pied. La plante du pied, ça veut dire l'avant du pied et pas une attaque talon. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Il y a plusieurs écoles, plusieurs avis. Moi, j'ai mon avis, donc je veux partager mon avis. Moi, je suis persuadé qu'avoir une attaque sur l'avant du pied, ou en tout cas médio-pied, même plus médio-pied que vraiment l'avant du pied, mais en tout cas surtout pas par le talon, va vous permettre d'être plus efficace parce que ça va permettre de créer ce qu'on appelle un bras de levier qui met en tension le tendon d'Achille. Si vous avez votre pied ici, donc là, on a si vous regardez à l'image, vous avez ici votre mollet, votre tibia, etc., votre jambe, et ici, votre pied. Votre tendon d'Achille, il commence ici, il s'insère ici, et il vient chercher sous la voûte plantaire. Okay, ça, c'est le tendon d'Achille. Si vous allez poser votre pied par le talon, on ne va pas avoir une mise en tension de ce tendon d'Achille. En revanche, si on est là, le talon, il est en l'air, et là, c'est votre tendon d'Achille qui va permettre de soutenir tout ça, qui va être en tension, et donc qui va emmagasiner justement de l'énergie, comme on l'a vu avant, pour le retransmettre. Si on attaque talon, on s'affaisse, on s'écrase, on n'emmagasine pas d'énergie. Okay, la voûte plantaire, c'est pareil, c'est tous les muscles qui sont sous votre pied. D'accord, votre pied il est constitué comme une arche, il y a une raison pour ça d'ailleurs. C'est justement pour mettre en tension cette voûte plantaire pour pouvoir emmagasiner de l'énergie. Ça, c'est les principaux élastiques de la course à pied, votre tendon d'Achille et votre voûte plantaire. Il y a une phrase que j'aime bien. Pardon. Il y a une phrase que j'aime bien, décidément, qui dit que la pauvreté, c'est le plus grand atout des athlètes. La pauvreté, pourquoi? Parce que généralement, dans les pays pauvres, entre guillemets, je pense notamment aux grands pays de la course à pied, le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, etc., tous les enfants, ils passent toute leur enfance, depuis leur plus jeune âge jusqu'à tard. Alors, malheureusement, c'est triste, mais pour la course à pied, c'est très bien parce qu'ils sont pieds nus. Ils sont tout le temps pieds nus. Et donc, ils musclent énormément leur voûte plantaire et leur tendon d'Achille. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas d'amorti, parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Donc, ils ne vont pas attaquer talon.
je vous mets au défi là, d'enlever vos chaussures avec un gros amorti, d'aller courir dehors et d'attaquer talon. Vous allez voir que vous allez changer rapidement, voire très rapidement votre technique de course. Vous allez tout de suite, automatiquement, passer sur une pose de pied sur l'avant du pied. Parce que le corps humain, il est fabriqué comme ça. En tout cas, l'évolution a fait que pendant des années, des milliers d'années même, depuis la naissance de l'humanité, on était pieds nus, on n'avait pas de chaussures, et donc le corps humain s'est construit comme ça. Il avait besoin de chasser, il avait besoin de courir pour chasser. On était des coureurs d'endurance, voire d'ultra-endurance, et donc on s'est développé comme ça. Ok. Et ça, c'est parce qu'on a un tendon d'Achille. C'est pour ça qu'on a un tendon d'Achille, d'ailleurs, pour ça qu'on a une vie de panthère. Bref, on ne va pas faire un cours sur ça aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Et malheureusement, le marketing, Nike, etc., a fait que on a mis beaucoup d'amortis pour le confort et on a eu de plus en plus de gens à courir, à attaquer talon. Et parce qu'on s'est mis dans le confort avec des gros amortis. Et sauf que ça a fait perdre en fait cette qualité de pied justement qui était le gros avantage de l'être humain. Okay, donc c'est important même avec les chaussures de travailler cette qualité de pied. On est obligé de la travailler parce qu'on l'a entre guillemets perdue naturellement. Et c'est ça qui fait de nous des meilleurs coureurs. Okay, c'est une des raisons pourquoi les Africains notamment sont les meilleurs coureurs du monde. C'est parce qu'ils sont très bons en qualité de pied. Ils ont une qualité de pied qui est incroyable parce qu'ils ont été habitués à courir très longtemps sans chaussures. Okay. Moi, je vous encourage à aller regarder deux choses. Un documentaire sur Arte. Sur Arte, vous pouvez trouver sur YouTube, il me semble, le Dailymotion, sur Internet, qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir. Ça retrace un peu tout ce que je vous ai dit sur l'évolution de l'homme et de sa façon de courir. Et puis, il y a un livre qui est pas mal aussi qui s'appelle Born to Run, en anglais, il me semble, qui est parti au Kenya pendant plusieurs mois et qui a commencé aussi à courir pieds nus, etc. Et voilà. Alors, il y a Born to Run et je confonds, il y a aussi, je retrouvais le nom, il y en a un qui part au Kenya et un qui part c'est un Américain qui est en Amérique du Sud. Je confonds peut-être les deux, je ne sais plus, mais je vous conseille les deux. Il y a Born to Run et je ne me rappelle plus le nom du deuxième, mais je vous le remettrai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message après pour que je vous l'envoie. Et c'est vraiment des choses hyper intéressantes qui permettent un peu de mieux comprendre comment on fonctionne et comment courir surtout. Puis au-delà de ça, il y a toute une notion d'aventure qui est assez sympa, ça se lit très très bien. Est-ce que ça, à ce niveau-là, ça va pour tout le monde, le principe du tendon d'Achille, l'attaque par l'avant du pied, le médio-pied, pas par le talon, le pied actif, tout ça? C'est clair pour vous? Vous comprenez un peu l'idée ou c'est un peu vague? Moi, j'ai tout compris. T'as tout compris? Bon, c'est très bien. Ouais, c'est bon pour moi aussi, Thierry. C'est bon? Ok. La qualité de l'appui dont on parle depuis tout à l'heure, elle va permettre d'assurer plusieurs choses, 3 fonctions essentielles en course à pied. La première chose, c'est l'équilibration. C'est une notion d'appui solide, d'être gainé, d'être proprioceptif. Proprioceptif, c'est savoir où votre pied est placé par rapport à votre corps sans forcément regarder. Hein. Quand je cours, je ne regarde pas mes pieds. Donc, savoir comment mon corps s'organise dans l'espace, c'est être indéformable dans le mouvement. Si on n'a pas une qualité d'appui optimale, efficace, c'est compliqué de s'organiser. On va se déformer, on va s'affaisser, on va perdre, on va être moins dynamique, moins grand, etc. etc. Okay. La deuxième chose, c'est la propulsion, c'est tout ce qui va être la notion d'appui réactif, impulsif, donc au moment de la phase de poussée. Plus vous allez pousser fort, plus vous allez aller loin, plus votre foulée va être grande, moins vous allez avoir besoin de faire de foulée pour parcourir une distance donnée. C'est le même principe qu'en natation avec l'amplitude de nage. Okay. C'est aussi la notion de quantité d'énergie restituée dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, il y a l'orientation, la notion de guidage. Si votre appui il est bien orienté, il va vous propulser vers l'avant. Si vous posez le pied de travers ou attaque talon, ça ne va pas vous propulser vers l'avant. Si vous attaquez talon, par principe, hein, si là j'ai mon sol ici, ça c'est mon pied, regardez à l'image, j'attaque talon, je veux aller vers là-bas. Si j'attaque talon, ici, je me freine, d'accord? Mon corps qui est comme ça, je me freine vachement. Okay, si par contre j'ai le pied là, et qu'au dernier moment, avant de toucher le sol, je viens attaquer le médio-pied, griffer, je vais propulser, même si mon corps est orienté encore comme ça à ce moment-là, si mon pied vient griffer ici, je viens directement propulser et faire basculer mon corps vers l'avant. Si j'attaque talon, je ne bascule rien du tout vers l'avant, je me freine complètement vers l'arrière, je me reste bloqué en arrière. Puis je vous laisse imaginer aussi les dégâts que vous prenez dans les genoux,
dans les hanches et sur la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on dit que la course à pied, elle est hyper traumatisante. Elle est hyper traumatisante parce qu'on n'a pas forcément une foulée qui est naturelle et saine. Okay, et ça, c'est notamment la cause des amortis, parce qu'on a un bel amorti, on ne sent plus rien, on ne sent plus la douleur, entre guillemets. Et puis, au bout de 2 mois, bah, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos, parce que je pose mal. Et je ne le sentais pas sur le moment, et ça vient après. Si directement, j'ai une qualité de pied qui est efficace, etc., je m'habille moins. Hein. Il y a quand même des chocs, il ne faut pas être naïf, mais je ne le suis pas de ce point de vue-là. Hein. Il y a quand même des chocs, c'est quand même traumatisant, mais beaucoup moins. OK? Ça va là-dessus? Parfait. Les autres paramètres de la foulée qui sont importants à aborder, je trouve, c'est la notion d'amplitude et de fréquence. Votre vitesse, ça va dépendre de ça. Okay, c'est le même principe que la puissance avec la force et la vélocité à vélo. En course à pied, on parlera d'amplitude et de fréquence. Okay, l'amplitude, ça va correspondre, on va dire, à la distance entre 2 poses d'appui de votre pied droit, par exemple. Si je pose mon pied droit à un endroit et quand je repose mon pied droit, il y a 1,50 m, j'ai une plus grande amplitude que s'il y a seulement 1 mètre entre mes deux poses d'appui. Okay. La fréquence, c'est plutôt la vitesse que vous allez mettre, ou le nombre on va dire plutôt le nombre de fois que vous allez poser votre pied droit en 10 secondes, par exemple. Okay. Si en 10 secondes, je pose 20 fois mon pied droit, je suis plus fréquent que si j'ai eu le temps de le poser 10 fois seulement. Okay. L'idée, c'est de trouver le meilleur compromis entre mon amplitude et ma fréquence. Et pas au détriment, enfin, l'un peut toujours être au détriment de l'autre. Si j'essaye de faire des immenses foulées, aller chercher loin, okay, je vais avoir du mal à mettre de la fréquence. Au contraire, si je fais beaucoup de fréquence, j'essaie de poser tout le temps mon pied, je vais réduire forcément mon amplitude. L'idée, c'est de trouver le meilleur compromis entre l'amplitude, la distance de ma foulée et la vitesse à laquelle j'exécute cette foulée. Pour être optimal, il faut avoir une belle amplitude de foulée, garder cette amplitude, conserver cette amplitude en ajoutant de la fréquence. Okay, et ça va permettre d'augmenter votre vitesse de course. Ça, c'est clair pour tout le monde, normalement, j'imagine. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à le dire. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Après, on a un deuxième élément qui est important. Ça va être le rapport entre le temps de contact et le temps de suspension. Donc, le temps de contact au sol et le temps de suspension, donc le temps où on est en l'air. Donc, on revient sur nos phases de la foulée qu'on a vu tout à l'heure. Il faut savoir que plus votre vitesse de déplacement elle augmente, plus le temps de contact, le temps de contact au sol, il diminue. Okay, donc, plus on se déplace vite, moins on reste au sol. Quand on marche, on colle au sol, on reste longtemps, notre pied il est longtemps au sol. Quand on sprint, on a l'impression de voler au-dessus de la piste. Si vous regardez, je sais pas, pour comparer quelqu'un qui marche dans la rue et que vous regardez Usain Bolt, on n'est pas du tout sur le même temps de contact au sol. Okay, quelqu'un qui va marcher, ça va être très long au sol. Quelqu'un qui va sprinter, le pied, à peine il a touché le sol, il est déjà en l'air. Okay, ceux qui viennent souvent à la course à pied le lundi soir et le mercredi soir, je vous donne souvent l'image du sable l'été qui est brûlant. Okay, on imagine que notre sol il est brûlant, on se dépêche, on essaye de toucher le sol le moins possible. Et bon, en course à pied, c'est toujours cette image-là que vous devez avoir. Plus votre pied va être, moins votre pied va être en contact avec le sol, plus vous allez avoir un pied actif, dynamique, et qui va vous permettre d'augmenter votre vitesse. Okay, si vous restez longtemps au sol, vous allez avoir tendance à vous écraser. Si vous vous écrasez, vous allez moins emmagasiner d'énergie, donc moins en restituer, être moins économique, etc. etc. C'est un cercle vicieux. Et au contraire, il vaut mieux avoir un cercle vertueux. Si j'ai un pied actif, je vais plus vite au sol. Si je vais plus vite au sol, ça veut dire que j'emmagasine mieux l'énergie, donc je la restitue mieux. Si je restitue mieux l'énergie, ça va être plus facile d'aller monter le genou derrière. Ça va être plus facile d'aller chercher loin devant, donc de griffer, de remettre de la force au sol, de revenir chercher derrière mon talon, etc. etc. Tout est lié. Donc voilà un petit peu pour toute la partie anatomique, biomécanique de la foulée.
On va aborder maintenant plutôt la partie physiologique, les déterminants physiologiques de la course à pied. Alors, ces déterminants physiologiques qui sont valables aussi en natation, en vélo, etc. Là, on va les aborder plutôt sur le jour de la course à pied. L'objectif en sport d'endurance et donc en course à pied, c'est de produire un effort soutenu sur une durée importante. Okay, si vous faites un 10 km, par exemple, ou sur un triathlon M, vous avez un 10 km, l'idée, c'est de produire l'effort le plus soutenu possible sur la durée ou la distance donnée. Okay, votre vitesse de course en endurance, elle va être fonction de plusieurs choses, de plusieurs paramètres, plusieurs déterminants, dont les principaux sont les suivants, au nombre de 3, le VO2 max, le fraction de VO2 max et le coût énergétique. Okay, alors ça, c'est un peu scientifique, un peu barbare. Votre VO2 max, ça correspond à la consommation maximale d'oxygène consommée par minute et par kilo de poids de corps. Okay, donc, c'est l'oxygène maximum que vous pouvez consommer. Quand je respire, je consomme de l'oxygène. Cet oxygène va aller dans mes poumons, elle va ensuite être redistribué à mes muscles via notamment le système sanguin. Okay, c'est l'oxygène que vous allez inspirer qui va aller à vos muscles, qui va permettre de construire de l'énergie. Ce qu'on voyait au début, l'énergie payante, justement. Donc, plus vous allez pouvoir en consommer, donc en avaler et ensuite l'utiliser, plus vous allez pouvoir produire de l'énergie payante, et donc plus vous allez pouvoir aller vite. Plus vous avez d'énergie, plus je peux aller vite. Okay, ça, c'est la première chose, c'est le VO2 max. Ensuite, on a le fraction de VO2 max soutenu. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le VO2 max, on sait que ça correspond à votre VMA, vitesse maximale aérobie, globalement. J'expliquerai la différence ensuite. Globalement, vous pouvez retenir que votre VO2 max, c'est quelque chose que vous pouvez tenir 5, 4 à 5, voire 7-8 minutes pour les plus entraînés. Mais voilà, au niveau, entre guillemets, loisir lambda pour tout le monde, on est plutôt à 4-5 minutes, jusqu'à 6 peut-être, mais c'est tout. Okay, donc, vous ne pouvez pas le tenir très longtemps. En triathlon, on ne court jamais 5 ou 6 minutes. Hein, c'est toujours beaucoup plus long. Donc, du coup, là, on va plutôt être sur une fraction de VO2 max soutenu. C'est-à-dire qu'on va utiliser un pourcentage de ce VO2 max. Et plus ce pourcentage de VO2 max, il va être important, plus je vais aller vite. Si sur 10 km, je peux tenir 95% de mon VO2 max, je vais aller plus vite que si je peux tenir seulement 90%. Okay, ça va plus correspondre à ce qu'on appelle le seuil. Donc, quand on fait du vélo, c'est de la FTP, votre allure 10 km, votre allure semi-marathon, par exemple, en course à pied. Généralement, on parle en pourcentage de VMA. Quand on va à l'entraînement, je vous dis, ben voilà, l'allure 10 km, c'est entre 85 et 90% de votre VMA. Okay, donc là, par exemple, de votre VO2 max. Okay, mais 85 et 90%, il y a un monde immense entre 85 et 90%. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Il peut y avoir plusieurs dizaines de secondes au kilo entre les deux. Donc, entre un coureur qui va être capable de tenir 90% de sa VMA et un autre coureur qui va être capable de tenir seulement 85% de sa VMA, ça ne va pas faire du tout le même chrono à l'arrivée. Et pourtant, sur le test VMA, ils ont fait la même chose. Si on prend deux personnes au club qui ont fait, je sais pas, 18 de VMA, c'est bien, ils sont contents, ils ont 18 de VMA. Il ne faut pas se dire, on doit faire les mêmes chronos en compétition. Pas du tout. On peut avoir la même VMA, mais avoir des performances sur 10 km ou plus complètement différentes. Votre VMA, ça va être votre temps sur un 2 km peut-être. Là, vous allez avoir à peu près la même performance. Par contre, sur 10 km, vous allez tenir un pourcentage de cette VMA. Là, c'est un autre déterminant de la performance. C'est une autre qualité. Okay, et enfin, on a le coût énergétique. Donc, le coût énergétique, c'est la quantité d'oxygène que vous pouvez consommer par unité de distance parcourue. Pareil, un peu barbare, mais globalement, le coût énergétique, ça fait un petit peu notion à ce qu'on a vu avant, donc à votre foulée, à votre technique de course, à votre capacité à emmagasiner l'énergie et la restituer. Plus vous allez être efficace là-dessus, plus vous allez pouvoir donc emmagasiner de l'énergie, restituer de l'énergie, donc vous économisez, et plus vous allez être économe. Okay, donc, si on reprend l'exemple de deux coureurs qui ont le même VO2 max, donc ils peuvent consommer autant d'oxygène par minute et par kilo de poids de corps. Okay, donc, d'un point de vue scientifique, ils sont aussi forts à ce niveau-là. Ensuite, on a vu qu'ils pouvaient, par contre, ils pouvaient peut-être soutenir moins de VO2 max. Un coureur A va pouvoir soutenir moins que le coureur B, par exemple. Donc, il va être moins performant sur les distances un peu plus longues que 6 minutes. Et ensuite, on a le coût énergétique qui va rentrer en jeu. C'est là qu'intervient la VMA dont je parlais tout à l'heure. La vitesse maximale aérobie, en fait, c'est le résultat de la VO2 max et du coût énergétique. C'est-à-dire que deux coureurs qui ont
le même VO2 max, mais pas le même coût énergétique, ne vont pas avoir la même VMA. Okay, la différence entre le laboratoire et le terrain. Sur le terrain, on ne peut pas calculer le VO2 max directement, il faut avoir des paramètres, des outils pour mesurer les échanges gazeux, etc. Sur le terrain, nous, on est obligé de prendre en compte le coût énergétique. Donc, ça se trouve, on a deux coureurs qui physiologiquement sont aussi bons l'un que l'autre. Par contre, il y en a un qui va avoir une superbe foulée et l'autre qui va avoir une technique de course dégueulasse. Et ben, ils vont avoir 2 km/h de VMA de différence. Et pourtant, au niveau du cœur, au niveau de la circulation sanguine, de la respiration, etc., leur corps il est aussi efficace l'un que l'autre, à l'intérieur. Ils ont un moteur qui est identique. Par contre, ils n'ont pas la même carrosserie. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image au début, avec le moteur et la carrosserie. Voilà, c'est là que ça rentre en compte. VO2 max et fraction de VO2 max, c'est vraiment le moteur. Le coût énergétique, c'est votre carrosserie. Mais finalement, c'est peut-être pas ce qui va être le plus important, mais ça va quand même avoir un impact très très important quand même. Pas plus que les autres, mais pas moins non plus. Okay, l'avantage du coût énergétique, contrairement au VO2 max et aux fractions de VO2 max, eh ben, c'est qu'on peut l'améliorer beaucoup plus facilement. Okay, pourquoi? Parce que le VO2 max, désolé pour la plupart des gens ici, c'est qu'arriver à 25, 30 ans, je n'ai pas les études sous les yeux, mais même peut-être plus tôt que ça, je dirais entre 20 et 25 ans, mais à vérifier, vous améliorerez quasiment plus votre VO2 max. Vous pourrez l'optimiser avec l'entraînement, passer de 19 à 19,5. Quand vous allez arrêter le sport, vous allez descendre à 19. Quand vous allez vous réentraîner, vous allez repasser à 19,5. Mais globalement, tous les ans, vous allez osciller entre 19,5, 18,5, 19, 19,5. On descend à 18,5, etc., etc. Vous n'allez jamais passer au-dessus. Parce que votre corps, malheureusement, il vieillit et il ne s'améliore plus au bout d'un moment. Il ne s'améliore plus du point de vue moteur. Fraction de VO2 max, pareil. Par contre, ce que vous pouvez améliorer, c'est votre technique de course, c'est votre musculation, okay, avoir des muscles plus performants, etc., etc. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur coût énergétique. Donc, même si vous perdez du VO2 max, si vous utilisez moins d'énergie pour avancer, vous pouvez quand même améliorer vos temps. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Désolé de vous. Ah non, justement, c'est pas foutu. C'est pas foutu. On peut jouer sur le coût énergétique. J'ai compris, j'ai compris. Donc voilà, c'est ce que je mettais sur la droite. Pour s'améliorer, il faut agir sur l'un ou deux ou l'ensemble de ces paramètres. L'objectif, c'est d'utiliser moins d'énergie pour une vitesse donnée. Okay, si je cours à 20 km/h, mais que je dépense X énergie, je vais aller moins vite que si je cours toujours à 20 km/h, mais que je dépense moins d'énergie. Enfin, je vais aller à la même vitesse, du coup, mais je vais pouvoir le tenir plus longtemps. Et inversement, je vais pouvoir aller plus vite pour la même énergie dépensée. Okay, c'est ça l'image qu'il faut avoir. Donc voilà un peu pour les paramètres physiologiques. Et puis maintenant, on va aborder, maintenant qu'on a vu un peu l'ensemble de la course à pied d'un point de vue biomécanique et physiologique, on va voir un peu la spécificité de la course à pied dans le cadre du triathlon. Qu'est-ce que ça change et quel est l'impact du triathlon et donc des disciplines avant sur notre course à pied. Pour situer un peu le contexte sur un triathlon, la course à pied, elle intervient du coup à l'issue d'un temps d'effort qui est variable suivant les distances. Sur un format XS, on va forcément passer moins de temps à nager et à rouler que sur un Ironman. Mais on va quand même passer un temps d'effort avant de courir. Et ça, c'est synonyme d'un état de pré-fatigue. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à courir, vous allez être plus fatigué que quand vous allez juste courir. Okay, donc ça va entraîner des choses. La succession et l'enchaînement des disciplines avant, elle va amener des adaptations physiologiques et biomécaniques. Okay, qui, je vous annonce, ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que ça ne vous avantage pas. Ça ne m'avantage pas non plus, ça n'avantage personne. Donc tout ce qu'on a vu avant sur la physio et la biomécanique de la course à pied, tout ça, ça va être perturbé et mis à mal par la succession et l'enchaînement des disciplines, donc à savoir la natation et le vélo avant de courir. Ça va avoir également une incidence au niveau d'un deuxième point, c'est-à-dire que en natation et en vélo, ce sont des sports qui sont portés, où le poids du corps est porté. En natation, on est porté par l'eau, et en cyclisme, on est porté par le vélo. On ne porte pas son poids du corps. Okay, on ne le subit pas. Donc, en tout cas, en natation, on ne le subit quasiment pas. En vélo, un petit peu plus. Et en course à pied, encore plus. Donc, l'incidence de la gravité. La gravité, c'est la force qui vous maintient sur Terre. Quand vous sautez, vous retombez. Ça, c'est grâce à la gravité, grâce ou à cause. Je ne sais pas, on le prend comme on veut. Donc, plus on avance dans le triathlon, plus la gravité va avoir une incidence importante. Alors que, à contrario, les résistances à l'avancement, elles diminuent. En natation, on a énormément de résistance à l'avancement.
parce qu'il y a l'eau, on est dans le milieu aquatique. On avait vu que l'eau, ça nous freinait lors de la dernière vidéo. Sur le vélo, on va plus vite en courant, donc on a plus de vent. D'accord. Donc, la résistance à l'avancement, ça va être le vent. C'est moins que l'eau, mais c'est beaucoup plus qu'en course à pied où on a aussi le vent, mais on va moins vite. Donc, l'impact est moindre. Okay. Donc, plus on va avancer dans notre triathlon, plus on va avoir une incidence de la gravité qui augmente et moins on va avoir de résistance à l'avancement. Okay. Ça va avoir un impact derrière. Là, je vous ai mis différentes images pour voir un petit peu toutes les incidences qu'a le triathlon sur notre course à pied derrière. Donc, vous voyez, vaincre la gravité et gérer le rapport au corps. Comme je disais, on va avoir une augmentation de l'incidence de la gravité, ça on l'a vu, et on va avoir aussi un rapport au corps dans le triathlon avec la gestion des ressources qui sont bioénergétiques, biomécaniques, bioinformationnelles, affectives, c'est-à-dire que on passe d'une position en natation où on est allongé à une position entre guillemets assise sur le vélo à une position debout. Le corps il est perturbé par tous ces changements. Et on va avoir tout ce qui va être la gravité et les résistances à l'avancement. Tout ça, ça va créer de la fatigue au-delà de l'effort physique. Hein. Ça, on ne parle pas d'effort physique du tout. Rien que les changements de position, les changements de la gravité, les changements des résistances à l'avancement, ça va fatiguer le corps. Et ça, en fonction de notre niveau d'expertise en triathlon, on va s'adapter plus ou moins bien. Okay. Et donc, ça va plus ou moins affecter notre coût énergétique, notre VO2 max, etc. etc. Ensuite, on va avoir une incidence donc, de la fatigue sur les paramètres physiologiques et biomécaniques qu'on a vus. Cette incidence, ça va être une augmentation donc, du coût énergétique qu'on a détaillé avant. Ça va avoir des altérations au niveau biomécanique. Donc là, on avait parlé tout à l'heure du rapport amplitude et fréquence. Après avoir fait de la natation et du vélo, généralement, on a un rapport amplitude-fréquence qui ne va plus être optimal. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une augmentation de l'inclinaison du tronc. Donc, ça veut dire qu'on va avoir le corps un peu plus penché en avant que d'habitude. Ça, c'est dû, donc, comme je disais, aux changements posturaux, donc le passage d'une position assise à une position debout. Ça va être également au niveau de l'action de charge de la jambe libre. Donc, la jambe libre, c'est la jambe qui est en l'air. Elle va être plus lourde, plus fatiguée. On va avoir aussi une diminution de la raideur musculaire. La raideur musculaire, c'est ce qui vous permet, au niveau de l'appui, de rester bien grand, bien droit, de maintenir votre centre de gravité haut. On en a parlé tout à l'heure. On va avoir une diminution de cette raideur musculaire à cause de la fatigue et donc un abaissement de la hauteur maximale de la hanche. Donc on s'affaisse, donc on emmagasine moins d'énergie, on en restitue moins. Donc ça crée aussi de plus en plus de fatigue musculaire. Et ça, c'est à l'origine aussi d'une diminution importante de l'activité neuromusculaire. Et tous ces facteurs-là, ça va entraîner une mauvaise orientation dans la transmission des forces, on en a parlé tout à l'heure. Ça va entraîner une rupture de l'alignement de la chaîne d'impulsion. Si on remonte les images tout en haut, là, si vous regardez le bonhomme à droite là sur la poussée, on voit que notre chaîne d'impulsion, elle est parfaitement alignée, enfin presque parfaitement alignée. On a le talon, le genou et la hanche qui sont quasiment dans le même axe. Okay, on pousse vers l'avant, on s'oriente vers le haut et vers l'avant, vers là où on veut aller. Avec la fatigue du triathlon, on va avoir une rupture dans cet alignement. Le genou va être plus bas, la hanche plus basse, on va avoir plus la jambe qui va être tendue mais complètement pliée, pardon. Et donc, on va restituer moins d'énergie, etc., etc. On va également avoir une réduction de notre capacité, du coup, à utiliser l'énergie élastique dont on parlait, à cause de tous ces facteurs. On va également avoir une altération des paramètres cinématiques de la course qui va influencer directement le niveau d'énergie métabolique dépensée. On va donc avoir, ce que je disais, une augmentation du coût énergétique. Donc, pour avancer, ça va nous coûter plus d'énergie parce qu'on va avoir une diminution de l'économie de course. Ça se traduit de plusieurs manières. D'une ou l'autre, c'est soit notre vitesse de course, elle va diminuer pour la même énergie dépensée. C'est-à-dire que je dépense autant d'énergie, mais j'avance moins vite. Ou alors, j'avance toujours à la même vitesse, mais je dois dépenser beaucoup plus d'énergie pour avancer à la même vitesse. Dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que soit ma performance
je me dis, je gère mon effort, donc je diminue ma vitesse pour consommer autant d'énergie et être capable d'aller jusqu'au bout. Soit je me dis, non, je veux garder ma vitesse, donc du coup, je dépense plus d'énergie, mais je ne suis pas sûr d'aller au bout, je vais exploser à la fin. Okay, c'est deux stratégies différentes. Dans les deux cas, à la fin, je vais finir par exploser. Hein. Je vais pouvoir continuer à maintenir ma vitesse ou dépenser autant d'énergie. L'idée, c'est de trouver le bon ratio. Si je sais que j'ai 10 km à faire, il faut que je trouve la bonne gestion de la vitesse et de l'énergie pour arriver au bout des 10 km sans exploser. Si je continuais indéfiniment, si je ne m'arrêtais jamais, ce serait impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on serait forcément limité et donc on s'arrêterait naturellement. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui sont pas claires. Ensuite, on a des altérations. Donc là, on a vu les altérations plutôt biomécaniques liées à la foulée. On a aussi des altérations physiologiques qui sont observées donc après la transition, donc après le vélo. On a une augmentation de la température corporelle liée à la dérive thermique. On est de plus en plus chaud. On a une augmentation de la VO2, donc de la consommation d'oxygène, et une augmentation de la fréquence ventilatoire. Okay, c'est-à-dire qu'on consomme plus d'oxygène pour une vitesse donnée. Par exemple, si je cours à 18 km/h, je consomme plus d'oxygène et je dois avoir une fréquence ventilatoire plus élevée et j'ai une température corporelle plus élevée que si je cours aussi à 18 km/h sans avoir fait de vélo et natation avant. Okay, la VO2 et la fréquence ventilatoire, c'est lié à la fatigue des muscles respiratoires. C'est-à-dire que quand vous commencez à courir, vous êtes déjà fatigué, puisque vous avez déjà fait du sport, entre guillemets, avant, et on a donc une diminution de votre efficacité pulmonaire. Pourquoi ? Parce que nos muscles respiratoires, nos poumons, ils peuvent se remplir d'oxygène et envoyer l'oxygène grâce à des muscles, okay, les muscles pulmonaires, les muscles respiratoires, pardon, qui permettent à vos poumons d'absorber l'oxygène et de le renvoyer. Ils vont être fatigués à force de travailler. C'est comme tous les muscles, à force, ils se fatiguent. S'ils sont plus fatigués, ils ont une moins bonne efficacité. S'ils ont une moins bonne efficacité, on envoie moins d'oxygène aux muscles. Sauf que nous, on veut continuer à courir à la même vitesse. Donc, les muscles, ils ont toujours besoin d'oxygène. Donc, pour ça, on augmente notre consommation d'oxygène. On va en consommer plus pour pouvoir l'utiliser plus. Et pour ça, on a besoin de respirer plus. Donc, je vais augmenter ma fréquence ventilatoire pour prendre plus d'air. Okay. C'est logique vu comme ça. Et tout ça, ça va entraîner notamment une augmentation de la température corporelle. Les muscles, ils sont plus fatigués, moins efficaces, mais on leur demande du coup de fonctionner plus vite. Et donc, le fait d'avoir ces muscles qui se contractent et se détendent de plus en plus rapidement, ça fait de la friction et ça crée de la chaleur. Et donc, ça augmente la température corporelle. Il y a d'autres facteurs, mais ça en fait partie. On a également une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est le même principe. Si j'ai besoin de plus d'oxygène, donc il y a nos muscles respiratoires qui fonctionnent pour faire fonctionner les poumons, mais après, une fois que c'est dans les poumons, ça va dans le sang, ça passe par le sang pour aller jusqu'aux muscles. Si je veux emmener plus d'oxygène à mes muscles, il faut que mon sang circule plus vite. Et pour que mon sang circule plus vite, il faut que mon cœur batte plus vite. Donc, j'augmente ma fréquence cardiaque. Okay, sauf que le fait d'augmenter ma fréquence cardiaque, ça va emmener une déshydratation ou, inversement, le fait d'être déshydraté, je vais avoir besoin d'avoir une fréquence cardiaque plus élevée. C'est cercle vicieux, ça tourne en rond. Okay, donc, encore une fois, tous ces éléments-là font que, à terme, on est fatigué, on ne peut plus avancer. Donc, encore une fois, d'où l'importance de bien gérer son allure. Il va pouvoir faire en sorte que cette explosion, elle arrive sur la ligne d'arrivée et pas avant. Ok. C'est tout bon pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça allait assez vite. Je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Juste avant, moi, il y a un petit truc quand même. Je pense que ça s'est senti dans ce que je disais, mais globalement, là, on a vu un peu toute la théorie, mais pour améliorer tout ça, j'imagine que c'est aussi ça qui vous intéresse. Il y a plusieurs moyens de travailler. Hein. Si on s'intéresse aux déterminants plutôt biomécaniques de la foulée, ça va être tout ce qui va être les gammes athlétiques. Travailler des gammes, donc les talons-fesses, montée de genoux, les jambes tendues, ça faut en faire le plus souvent possible. On peut même faire des séances que de ça. Okay, ça va permettre d'améliorer ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer. Vous avez vu quand même que c'est un facteur hyper important dans la performance.
Donc, plus vous allez faire vos gammes, plus vous allez faire ça, plus vous allez développer ça, meilleur vous allez être. Faire des séances donc de VMA, on va pas revenir dessus ce soir, c'est pas l'objectif, mais voilà, travailler vos séances, etc. Ça va permettre d'améliorer votre VO2 max et votre fraction de VO2 max par les séances. Et ces séances de VMA et de seuil vont aussi permettre d'améliorer votre coût énergétique. Plus vous allez courir, plus vous allez accumuler de volume, plus vous allez être efficace. Donc, il n'y a pas que les gammes. Les gammes, c'est bien, mais le fait de courir souvent, ça améliore aussi votre efficacité. Donc ça, c'est une des choses. Il y a aussi la musculation, c'est pour ça qu'on fait de la PPG. Le fait de faire des travails en pliométrique, le fait de faire des squats, le fait de faire de la chaise, tout ça, ça va permettre de renforcer vos muscles, de renforcer aussi vos tendons. Si vos muscles et vos tendons sont plus forts, votre foulée est plus efficace, vous avez une meilleure raideur musculaire, donc une meilleure proportion à emmagasiner et restituer l'énergie. C'est pour ça qu'on fait tout ça, il y a une raison. On fait pas ça pour le fun et rajouter des créneaux d'entraînement sur la semaine. Donc voilà. Et, et au niveau des déterminants de l'enchaînement de la course à pied après la natation et le vélo, on le travaille aussi. Comme on a vu, c'est pas la même façon de courir. Ou en tout cas, on court, mais notre course à pied elle va être altérée du fait de l'enchaînement. Okay, si on peut être très bon en course à pied, mais très mauvais en course à pied en triathlon. Si, par exemple, notre point fort, c'est notre foulée, on voit que notre foulée, elle est quand même abîmée. En tout cas, elle n'est pas aussi efficace que lorsqu'on n'a rien fait avant. Donc, si on ne s'habitue pas à être efficace après avoir fait du vélo, après avoir nagé, on va perdre cet avantage qu'on a. Par exemple, si notre avantage est d'être très fort au niveau physio, on voit qu'il y a plein d'adaptations qui sont liées au fait d'avoir fait de la natation et du vélo. On a une fréquence cardiaque qui est plus haute, une température corporelle qui est plus élevée, etc., etc. Donc, si on ne s'habitue pas à faire tout ça, on ne progresse pas. Vous pouvez progresser en course à pied, ça ne voudra pas forcément dire que vous progressez en course à pied en triathlon. Un petit peu aussi, mais plus vous allez faire de spécifique, meilleur vous allez être en triathlon. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être bon en triathlon. Alors, on ne le fait pas toute l'année parce que sinon, on ne pourra pas autant progresser en course à pied. On veut progresser en course à pied. Et une fois qu'on a progressé en course à pied, on transfère cette progression dans le cadre du triathlon. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions soit sur le diaporama, soit sur autre chose? S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, que vous auriez aimé voir aborder, n'hésitez pas. Non, pas de questions. C'était pas évident sur celle-là, parce qu'autant sur les autres diapositives, j'avais reçu pas mal de questions en amont sur les sujets que vous souhaitiez voir abordés. Là, j'avais pas eu de questions du tout. Donc, du coup, j'ai fait un peu à partir de rien. Donc du coup, je ne sais pas si c'est ça ce à quoi vous vous attendiez au niveau de la conférence ou pas, si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, etc. N'hésitez pas en tout cas. Et puis sinon, ça va être bon de mon côté. Et ça a l'air tout bon. Et dans ce cas-là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Peut-être non, pas un bon appétit, vu l'heure, je pense que tout le monde a mangé. Bonne soirée, bonne nuit, et puis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous demain en natation pour ceux qui seront là. N'oubliez pas également les nouvelles séances de vélo à 14h30, de 14h30 à 16h30 demain après-midi. Où là on travaille tout ce qui va être technique de pédalage, savoir rouler en peloton, savoir prendre des relais, savoir prendre des virages, etc. On a un petit groupe là depuis les 2 premières séances, ça se passe plutôt bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà. Puis sinon, je vous souhaite de bonnes vacances. Il y a des vacances à partir de lundi. Il n'y a plus d'entraînement club. N'oubliez pas qu'on vous propose également un stage le dernier week-end des vacances. Donc pas le week-end prochain, le week-end d'après. Samedi, dimanche sur Saint-Grégoire. Et puis on vous donne rendez-vous sinon après les vacances pour la reprise des entraînements comme d'habitude. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis à très vite. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.